J'ai une particularité. Une petite anomalie génétique, en réalité. Ma mère l'avait, et sa mère avant elle. Une drôle de petite bizarrerie des femmes d'Oz. Nous clignons rarement des yeux. Je peux soutenir un regard pendant 40 secondes, une aptitude qui m'a valu un nombre impressionnant de barbets sur 3 continents, et absolument aucune dispute avec mon mari. Cela n'a jamais posé de problème jusqu'à ce que j'épouse Callum Blackwood, le roi alpha des territoires de la Crète du Nord. Son loup intérieur, et par là j'entends la part animale profonde de son esprit, celle qui recense les menaces et calcule les lignes de mire pendant que le reste de lui essaie d'avoir une conversation normale. Interprète un contact visuel prolongé et sans cligner des yeux comme une tentative directe de défier sa dominance. Il l'a nommé Balthazar, ce qui, je pense, en dit long sur la relation de mon mari avec ses instincts. On ne nomme pas quelque chose Balthazar sans avoir accepté qu'il possède une personnalité qu'on ne peut contrôler. Chaque fois que je le regarde trop longtemps et vu mon état, c'est quasiment à chaque fois, Balthazar est pris d'une panique intérieure totale qui se termine invariablement par une forme de prostration physique. La première fois, c'était une semaine après notre cérémonie de lien. Il rentrait d'une séance exténuante de 12 heures avec le conseil de la meute, s'était déshabillé et s'était transformé comme toujours après une longue journée passée sous forme humaine. Une métamorphose complète et frissonnante en un immense loup gris qui a fait 3 cercles sur le tapis de notre chambre, s'est effondré et a refusé de bouger pendant 20 minutes. C'est sa façon d'enlever des chaussures trop serrées. Quand il a finalement repris forme humaine, les yeux encore un peu hagards par la transformation et complètement nu, j'étais de l'autre côté de la pièce, me demandant si nous aurions assez de temps pour le poulet rôti que j'avais prévu. Je suppose que mon regard s'est attardé. Un instant, il était le redoutable mâle alpha, attrapant une chemise, l'instant d'après, il était par terre, ni effondré, ni tombé. Il s'est laissé tomber sur le tapis, la gorge découverte. Son corps tout entier était raide, luttant pour ne pas se retourner sur le dos. Un gémissement sourd et involontaire s'échappait de sa poitrine, un son qui bafoue toute dignité humaine et émane directement de l'animal. Je l'ai fixé, cette fois-ci véritablement choqué, ce qui n'a probablement rien arrangé. En effet, ça n'a pas aidé. « Ça va ?» ai-je demandé, ma voix anormalement forte dans le silence soudain. Il a grogné, enfouissant son visage dans la précieuse soie léonaise. Sa voix était étouffée. « Pourquoi me regardes-tu comme ça ?»« Comme quoi ?» ai-je demandé en faisant un pas hésitant en avant. « Comme si tu allais m'éventrer et prendre le contrôle du territoire. » Je pensais au poulet, ai-je dit honnêtement, et j'ai oublié de cligner des yeux. Il a relevé la tête, son beau visage figé par l'incrédulité. Oublié. Il n'a pas terminé sa phrase. La partie lupine de son cerveau, ayant analysé mon regard fixe et insistant, a apparemment décidé que la position de la gorge découverte était insuffisante. Il recula précipitamment et se glissa dans un coin, derrière un grand fauteuil, se faisant aussi petit qu'un mâle alpha des 1m90 peut l'être, ce qui n'est pas rien. C'est devenu notre habitude. Cela se produit immanquablement au moins une fois par semaine. Mon propre loup, la partie de moi qui repère chaque sortie avant même que je m'assoie, qui analyse l'odeur d'une pièce avant même d'y avoir mis les pieds, qui a un avis sur ma posture, mon alimentation et tous les hommes à qui j'ai parlé, trouve toute cette histoire indigne de nous. Oh, ma chérie, il est encore par terre. Elle soupire. J'ai fini par associer sa voix à celle de Sacha. Contrairement à Callum, je n'ai pas choisi ce nom. Elle est apparue un jour, toute faite, avec la voix d'une femme qui a élevé 6 enfants, enterré 2 maris et qui n'a plus aucune patience pour les bêtises. Regarde-le là-bas, le mâle alpha, le ventre à l'air parce que tu pensais à du poulet. Elle marque une pause. Je ne suis pas fâché, ma belle. Je suis juste déçu. Non, en fait, je suis furieux. Lève-toi, espèce d'idiot. Elle ne me parle pas. Sacha est persuadée qu'elle pourrait diriger cette meute mieux que quiconque. Et elle ne s'en cache pas. J'ai essayé d'y remédier. Vraiment. J'ai programmé des rappels sur mon téléphone. Je me suis entraîné devant le miroir à fermer les yeux de façon forcée, à un rythme anormal qui me donne l'air d'être en pleine crise d'épilepsie. Mais mon visage me trahit. Dès que je me perds dans mes pensées, je cesse de cligner des yeux et le roi alpha se met à gémir. Le loup qui sommeille en Callum a désormais un réflexe de sursaut. Dès que j'entre dans une pièce, ses épaules s'arrondissent, son menton se rentre, un mouvement presque imperceptible vers la sortie la plus proche. La meute l'a remarqué. Son bêta,
un homme patient nommé Marcus Vance, a juste l'air épuisé. Il a vu Callum faire bien des choses étranges au fil des ans, mais apparemment, se soumettre spontanément à une femme qui pense à de la volaille, c'était une nouveauté. Ce soir, nous organisons une réception en l'honneur d'Alpha Alististé de la meute de Silver Creek et de 2 autres délégations. Il s'agit de négociations commerciales très importantes et très formelles, qui exigent que le roi Alpha reste parfaitement immobile pendant toute la durée de l'événement. C'est la fin. En un mot, nous sommes condamnés. Callum se tenait devant le miroir en pied, ajustant le col de sa tunique de cérémonie, en laine noire, brodée du loup argenté de Blackwood. C'était censé lui donner une allure puissante. Aux commandes, le roi Alpha incontesté d'un territoire de 500 mètres. À cet instant, il se sentait comme un homme sur le point d'entrer dans la tanière de lions affamés, armé d'une nouille molle. Et cette nouille, c'était son propre loup. Ma compagne arrive, annonça Balthazar, non pas d'une voix distincte, mais plutôt comme la couche instinctive profonde de son esprit, celle qui n'avait jamais appris à moduler sa voix. Elle fonctionnait exclusivement dans ce que Callum considérait comme ses capitales émotionnelles. Elle sent les livres et le vent juste avant la pluie. Mon odeur préférée. Du calme, murmura Callum en redressant ses poignets. Ce n'est qu'une fête. Il faut juste que ça passe. Fête avec ma compagne. Va-t-elle nous regarder? J'espère qu'elle va nous regarder. Un silence. Attends. Oh, Moon. Et si elle nous regardait? La part lupine de son esprit passa d'une joie triomphante à une terreur aiguë en moins d'une seconde. C'était sa vie désormais, une oscillation constante entre l'adoration et une peur mortelle. Il adorait sa femme. Ses instincts les plus profonds le convainquaient qu'elle allait le tuer. Elle va nous regarder, dit Callum à son reflet. C'est notre âme sœur. Elle a le droit de nous regarder. Ça ne veut pas dire qu'elle va nous arracher la gorge. Mais ses yeux, ce vide impassible, les anciennes lois sont claires. Elle a une maladie génétique. Espèce de menace à la fourrure épaisse. On en a déjà parlé. Le vide se fiche de la génétique. La porte de leurs appartements s'ouvrit et Lisa entra. Elle portait une robe bleu foncé simple et élégante, assortie à ses yeux. Elle lui adressa un petit sourire nerveux. Prêt à affronter les loups, demanda-t-elle. Callum en eut le souffle coupé. Elle était magnifique. Absolument, terriblement belle. Elle le fixait droit dans les yeux grands ouverts, un peu anxieux, et parfaitement immobile, sans ciller. Elle nous voit. Le cri instinctif de Balthazar le glaça. Elle évalue nos faiblesses. Le cou. Elle vise le cou. Les genoux de Callum fléchirent. Il se rattrapa à la commode en acajou, les jointures blanchies. L'envie de se laisser tomber, de lui montrer la gorge, de faire n'importe quoi pour apaiser cette femme d'une beauté terrifiante qui lui souriait était presque irrésistible. Non pas qu'il fût contrôlé par quelque chose, mais parce que tous ses instincts animaux l'avaient mené indépendamment à la même conclusion. Cède, Callum, dit-elle avec un sourire qui vacilla. Elle fit un pas de plus, les sourcils froncés. Ça va? Tu as l'air pâle. Son inquiétude ne fit qu'intensifier son regard. Un regard empreint d'une menace imminente, mais bien intentionné. Elle est inquiète. Notre faiblesse la dégoûte. Elle trouvera un partenaire plus fort. Un partenaire qui cligne des yeux. Ça va, articula-t-il difficilement en se redressant. Il se détourna, feignant d'ajuster un bouton de manchette déjà parfaitement ajusté. Je pensais juste au plan de table. C'était l'excuse la plus bidon qu'il ait jamais utilisée. Et dire qu'il avait un jour raconté à son père qu'un ours lui avait volé ses devoirs. Marcus Vance choisit ce moment précis pour apparaître dans l'embrasure de la porte. Il observa la scène, Callum, raide comme un piquet, le visage tourné vers le mur, Lisa, confuse et inquiète, et ses épaules, affaissées par une fatigue viscérale. 5 minutes avant votre entrée dans la grande salle, Alpha, dit-il d'un ton neutre. Il s'éclaircit la gorge. La délégation de l'Alpha Alististé est arrivée il y a 1 heure. L'Alpha Tegan, de la côte, est déjà dans la grande salle. Tout le monde est sur les nerfs. Pourquoi sont-ils sur les nerfs? Demanda Lisa. Marcus la fixa longuement. Des rumeurs concernant la nouvelle compagne du roi Alpha. Apparemment, une théorie prétend que tu possèdes une domination sans précédent,
simplement parce que tu as fixé un Packmaster de passage pendant 11 secondes et qu'il n'a pas pu finir sa soupe. J'essayais de me souvenir de son nom, dit Lisa d'une voix faible, une distinction qui lui échappa. Marcus regarda Callum. On y va. Callum prit une profonde inspiration et se tourna vers sa compagne. Il fixa son menton avec insistance. Un menton ravissant, élégant, déterminé et rassurant. Nouveau plan. Ce soir, tu ne regardes que le menton des gens. Lisa cligna des yeux. Une fois, 2 fois, miracle. Leur menton, leur front et leurs oreilles. Évite simplement de les regarder directement et longtemps dans les yeux. Par la lune, Lisa, traite les yeux de chacun comme s'ils étaient le soleil. Elle hocha la tête, l'air grave. Les yeux sont le soleil. Compris. Il lui offrit son bras. Sa main, fraîche et ferme, se posa sur sa manche. Pendant un instant, ils furent seuls. Sa compagne, sa partenaire, la femme qu'il aimait plus que tout au monde. Elle leva alors les yeux vers lui, leurs regards se croisant un instant, et le loup qui sommeillait en lui laissa échapper un gémissement intérieur pitoyable. La nuit allait être longue. La grande salle était réchauffée par la lueur des feux et bourdonnait des conversations prudentes et excessivement polies de loups qui se méfiaient les uns des autres. Des serviteurs circulaient entre les convives, portant des plateaux de vin et des assiettes de mets. En apparence, c'était une réunion parfaitement civilisée. Lisa était en train de tout détruire de l'intérieur. Elle avait mis en pratique une technique que Sacha l'avait forcée à répéter cet après-midi-là, le clignement d'œil et le pivotement. Elle établissait un contact visuel pendant 3 secondes précises, clignait des yeux délibérément, puis pivotait la tête pour observer un objet proche, une tapisserie, un candélabre, une dalle particulièrement intéressante. C'était épuisant. On aurait dit qu'elle assistait à un match de tennis spectral, invisible aux autres. Luna Blackwood, dit Alpha Tegan en lui tendant la main. C'était une femme au visage anguleux, membre de la meute côtière, à la poignée de main ferme et scrutatrice. J'ai beaucoup entendu parler de vous. 3 secondes, un clignement d'œil, puis un pivotement vers la cheminée. Que des bonnes choses, j'espère, dit Lisa en regardant la cheminée. Tegan haussa les sourcils. Elle jeta un coup d'œil à Callum, qui se tenait assez près pour intervenir si nécessaire, l'expression soigneusement neutre. Votre Luna semble distraite, Alpha Blackwood. Elle s'intéresse beaucoup à l'architecture, dit Callum d'un ton suave. Cette salle fut construite en 1743. Elle admirait la maçonnerie. Lisa pivota sur elle-même. 3 secondes sur l'oreille gauche de Tegan. Clignement des yeux. Pivotement vers une applique murale. Un jeune loup de la délégation de Silver Creek, à peine âgé de 20 ans, avec l'énergie nerveuse de quelqu'un assistant à son premier événement officiel, s'approcha pour se présenter. Luna Blackwood, c'est un honneur, Lisa se tourna vers lui en plein pivotement. Son regard glissa sur son visage pour se poser sur une tapisserie représentant la bataille de Grey Hollow, et pendant environ 1 seconde et demie, leurs yeux croisèrent les siens. Le jeune loup émit un son semblable à celui d'un accordéon qui se dégonfle et recula de 3 pas rapides, heurtant un serviteur portant un plateau de verre à vin. Le plateau vacilla. Le serviteur, qui avait été formé pour ce genre de situation, ou du moins pour une variante, effectua un sauvetage remarquable d'une seule main. Un seul verre tomba, et il atterrit sur les chaussures du jeune loup. Je suis vraiment désolé, dit Lisa en se tournant vers son épaule gauche. Ça va? Très bien, Queenatail, du vin s'accumulant à ses pieds. Parfaitement bien. Je viens de me rappeler que je dois être là-bas. Il fit un vague geste vers l'autre bout du couloir et s'éloigna à toute vitesse. Callum apparut à son coude. Que s'est-il passé? J'ai pivoté trop lentement. Je l'ai pris entre 2 feux. Entre 2 feux, répéta Callum d'un ton neutre. Tu parles comme si tes yeux étaient une arme. Callum. Un loup de 20 ans vient de se renverser du vin dessus et de s'enfuir parce que j'ai jeté un coup d'œil dans sa direction pendant 1 seconde. Ce sont des armes. Je n'ai juste pas de cran de sûreté. De l'autre côté de la pièce, Marcus observait la scène tout en empêchant Alpha Tegan de coincer un membre terrifié de la délégation de Silver Creek. Il croisa le regard de Callum et leva sa tasse de café dans un geste qui signifiait en substance « Je ne suis pas assez payé pour ça. » Et en même temps, je te l'avais bien dit. La soirée s'écoulait.
Lisa avait perfectionné une technique pour parler aux gens tout en feignant d'admirer les poutres du plafond avec une fascination quasi érudite. Callum la suivait comme un garde du corps, prêt à fournir des explications architecturales à la moindre occasion. Entre eux, ils avaient fini par attribuer son comportement à un intérêt pour la maçonnerie, les menuiseries de plafond, le design de l'argenterie, dans un moment de désespoir, pour le fascinant motif du grain d'un panier à pain. Marcus leur raconta plus tard que la remarque sur le panier à pain avait été entendue et qu'une rumeur circulait selon laquelle la Luna pouvait lire l'avenir dans les objets tressés. Cela dura ainsi pendant 1 heure. 1 heure d'acrobaties sociales exténuantes durant laquelle Lisa parvint à avoir 6 conversations complètes sans regarder personne dans les yeux plus de 3 secondes. Elle transpirait à grosses gouttes. Elle avait mal au cou à force de pivoter, mais elle tenait bon. Aucun loup ne s'était complètement soumis. Aucun incident diplomatique ne s'était produit. Le bar était en sous-sol et elle le franchissait de justesse. Puis vint le dîner. Ils étaient assis à une longue table formelle, Callum en bout de table, Lisa à sa droite. Alpha Alistair de la meute de Silver Creek se tenait juste en face d'elle. Un homme d'une 50aine d'années, au physique imposant et à la barbe grise, qui semblait capable de dompter un ours, et qui avait probablement déjà essayé. Il l'observait depuis le début de la soirée avec la fascination mêlée de lassitude de celui qui, après avoir entendu tant d'histoires étranges, tente de démêler le vrai du faux. La soupe arriva. Lisa la dévora des yeux avec une intensité telle qu'on aurait dit qu'elle cherchait à percer le mystère de chaque lentille. Tellement absorbée par le fait de ne pas lever les yeux, elle faillit manquer la question d'Alistair. « Dites-moi, Luna Blackwood, est-il vrai que votre famille est originaire de la lignée des Ozero de l'Est ?» Lisa leva les yeux. Elle avait l'intention de cligner des yeux et de pivoter. Vraiment. Mais sa question l'avait déstabilisée et elle essayait de se souvenir. La lignée des Ozero était-elle liée au territoire de l'Est? Sa mère avait évoqué, des années auparavant, une grand-tante qui avait vécu près de la frontière. Elle réfléchissait, et son visage, comme toujours lorsqu'elle réfléchissait, oublia de cligner des yeux. Elle fixa Alpha Alististé pendant 10 secondes. 20 Alististé se figea en plein repas. Sa cuillère resta suspendue dans le vide. Ses yeux s'écarquillèrent. Il ne voyait pas une femme perdue dans ses pensées généalogiques. Il voyait un regard fixe, impénétrable, d'une immobilité troublante, fixé sur lui avec ce qui semblait être le poids de l'évaluation d'un prédateur. 25 secondes. 30 Alististé posa sa cuillère avec précaution. Il s'essuya la bouche avec une serviette. Il jeta un coup d'œil à Callum, qui avait remarqué ce qui se passait et fixait son verre de vin avec le désespoir d'un homme essayant de se rendre invisible. Alististé reporta son attention sur Lisa. Elle le fixait toujours. Elle essayait maintenant de se rappeler si c'était sa grand-tante ou la cousine de sa grand-mère qui avait vécu près de la frontière orientale, et si c'était avant ou après le redécoupage territorial de 1987. Alististé déposa sa serviette sur la table avec la précision d'un désamorceur. À côté de lui, sa bêta, une femme menue nommée Yara, dont Lisa apprendrait plus tard qu'elle avait consigné tout le dîner dans un petit carnet en cuir, cessa d'écrire et leva les yeux. Son stylo était suspendu dans le vide. De l'autre côté de la table, Alpha Tegan observait la scène avec l'air perçant et scrutateur de quelqu'un qui classe des informations pour un usage ultérieur. Le jeune loup de tout à l'heure, déplacé à l'autre bout de la table après l'incident du verre de vin, serrait son gobelet à 2 mains et fixait son assiette comme si sa vie en dépendait. Le seul bruit était le faible crépitement du feu et, quelque part dans la cuisine, le cliquetis d'un couvercle de casserole. Alististé s'éclaircit la gorge. « Je vois, dit-il, bien qu'elle n'ait rien dit. » Il repoussa sa chaise. « Si vous voulez bien m'excuser, je viens de me souvenir d'une affaire frontalière urgente. » Il disparut en moins de 20 minutes. Non pas en fuyant à proprement parler, mais quittant le château avec une urgence bien plus grande que ne l'exigerait normalement une affaire frontalière qui venait de surgir. Il parvint jusqu'au village avant de décider, semble-t-il, qu'un trajet de 4 heures dans l'obscurité était moins digne que d'attendre le lendemain matin. Yara suivit, son carnet serré contre sa poitrine, déjà en train de rédiger mentalement ce qui allait devenir la fameuse évaluation tactique de 14 pages. Tegan resta. Elle resta jusqu'au dessert, observant Lisa avec une expression qui exprimait moins de la peur que de la curiosité professionnelle, telle une générale observant un élément imprévu sur un champ de bataille. Lorsqu'elle partit enfin, elle serra brièvement mais fermement la main de Lisa et dit « J'attends avec impatience notre prochaine rencontre,
Luna Blackwood. Elle ne précisa pas s'il s'agissait d'un compliment ou d'un avertissement. Lisa cligna des yeux, jeta un coup d'œil autour de la table désormais à moitié vide et constata que les invités restants la fixaient. J'essayais de me rappeler de quelle branche de ma famille jette les pieds à l'est, dit-elle à personne en particulier. Je crois que c'est la cousine de ma grand-mère. Silence. Rire, eh bien, dit Sacha avec la fierté épuisée d'une mère regardant son enfant mettre le feu à un objet précieux. Voilà un alpha de moins. Tu n'as même pas eu besoin d'ouvrir la bouche. C'est ma fille. Elle marqua une pause. Ne recommence pas. Il pense que tu es un alpha caché, dit Marcus. 1 heure plus tard, il était appuyé contre l'encadrement de la porte de leurs appartements. Sa voix était monocorde et résignée, comme celle d'un homme annonçant un bulletin météo sur un ouragan qu'il pouvait voir depuis son porche. Son bêta me prit à part. Apparemment, Alistair a conclu que tu possèdes une forme de domination silencieuse qui se manifeste par un contact visuel soutenu. Il a déjà prévenu Silver Creek. Je pensais à la cousine de ma grand-mère, dit Lisa, assise au bord du lit, ses chaussures enlevées. Quoi qu'il en soit, poursuivit Marcus. La délégation de Silver Creek raconte maintenant aux autres meutes que la nouvelle compagne du roi Alpha a un jour fixé leur alpha du regard à table, l'empêchant de finir sa soupe. Il mangeait des lentilles, dit Lisa d'une voix faible. On ne retiendra pas ce détail dans le récit. Il se redressa. Les négociations commerciales de demain promettent d'être intéressantes. Je vais modifier le plan de table. Il marqua une pause. Peut-être te placer au fond, avec un grand centre de table florale entre toi et la délégation de Silver Creek. Il sortit. La porte claqua. Un silence pesant s'installa. Callum se tenait près de la fenêtre, le regard perdu dans la forêt sombre. Sa mâchoire était crispée. Il n'avait rien dit depuis qu'ils avaient quitté la table. Callum, dit Lisa doucement. Il se retourna. Il avait l'air épuisé, d'une fatigue viscérale, celle qui vous tenaillait à force de vous contenir en public alors que vos instincts les plus profonds hurlaient. Peut-être que je ne devrais pas venir aux négociations commerciales demain. Elle avait dit que ça lui coûtait quelque chose de le dire. Ce serait plus simple. Je pourrais rester ici, travailler à la bibliothèque. Tu pourrais t'occuper d'Alististé sans la complication de ma présence. Oui, répondit-il trop vite, trop doucement. Peut-être, peut-être pas cette fois. Il ne voulait pas blesser. Elle voyait bien qu'il était exténué et qu'il cherchait désespérément une solution pour rendre la situation impossible du lendemain un peu moins impossible. Mais ces mots l'ont touché en plein cœur. L'endroit précis où ils atterrissaient toujours. Dans cette zone vulnérable et sans défense qu'elle portait en elle depuis toujours. L'endroit qui murmurait, c'est toi le problème. C'est toi l'étrange. C'est toi qu'il faut contrôler. Peut-être pas cette fois. Ce qui voulait dire que ce serait plus facile sans toi. Lisa acquiesça. D'accord, dit-elle d'une voix parfaitement égale. C'est logique. Elle s'allongea sur son côté du lit, face au mur. Elle ne lui dit pas bonne nuit. Callum se tenait près de la fenêtre, l'écho de ses paroles le rattrapant dans le silence. Il les repassa en boucle. Peut-être pas cette fois. Il les entendit comme elle les avait entendues et sentit un frisson lui parcourir l'estomac. Il ouvrit la bouche pour quoi faire? Se rétracter. Expliquer qu'il ne voulait pas dire quel était le problème, mais que c'était la situation. Sauf que la situation, c'était son visage, c'était elle. Alors, elle était immobile. Cette immobilité était un mur. Il ne savait pas comment l'escalader. On l'a entendu, dit Balthazar. Sans panique, sans emphase, juste la reconnaissance silencieuse et misérable d'un loup qui avait marché sur quelque chose et l'avait entendu se briser. Callum resta longtemps assis au bord du lit, écoutant le rythme régulier de la respiration de sa femme et sachant elle était réveillée. Alors il se leva, descendit, se déshabilla dans le vestibule et se transforma. La transformation fut un soulagement. La complexité humaine se dissolvait en quelque chose de plus simple et de plus authentique. Il était un loup. Il était bouleversé. Il courut. Il parcourut le périmètre du territoire à toute vitesse, à travers la forêt sombre. Ses pattes martelaient le sol gelé, son souffle s'évaporait dans l'air froid. Il courut jusqu'à ce que ses poumons le brûlent, que ses jambes le fassent souffrir et que ses pensées humaines commencent à s'estomper.
Mais cette sensation de froid dans son estomac ne le quitta pas. Elle resta, ancrée là, prenant exactement la forme du silence que sa femme avait instauré entre eux, telle une porte close. Lorsqu'il revint enfin au château, la lune était haute et les fenêtres étaient obscures. Il se transforma de nouveau dans le vestibule, frissonnant, et enfila les vêtements de rechange qu'ils y gardaient. Son corps était épuisé. Son esprit était calme. Balthazar était calme. Il partit à la recherche de Lisa. Elle n'était pas dans son lit. Elle était à la bibliothèque. Bien sûr. Lisa avait attendu d'entendre la porte de derrière se refermer et le bruit étouffé et lointain de la métamorphose. Un bruit qu'on ressentait plus qu'on ne l'entendait, comme une chute de pression atmosphérique. Puis elle s'était levée, avait enfilé une robe de chambre et était descendue par l'escalier de service. Mais elle n'était pas allée à la bibliothèque d'abord. Elle était sortie par la porte de la cuisine, dans le jardin clos derrière le château, et s'était métamorphosée. Cela faisait des semaines depuis sa dernière métamorphose, trop longtemps. Elle avait été tellement absorbée par la performance sociale que représentait le fait d'être Luna, les horaires qui défilaient sans cesse, les changements de cap, qu'elle avait négligé la chose la plus fondamentale dont son corps avait besoin. La métamorphose était plus douloureuse que d'habitude. Ses articulations protestaient contre la longue période d'inactivité. Mais ensuite, elle y était parvenue et se tenait debout sur ses quatre pattes dans le jardin froid, et tout était plus simple. Elle courait seule dans le parc, non pas le sprint sauvage et épuisant que Callum faisait quelque part dans la forêt, mais un circuit méditatif et trottinant à travers le verger et le long du ruisseau gelé. Le monde sous forme de loup n'était que senteur et son. L'odeur minérale piquante du givre, le bruissement lointain d'un campagnol sous des feuilles mortes, la trace estompée du passage de Callum encore présente dans l'air. Elle suivit sa piste olfactive un moment, non pas pour le chercher, mais parce que la louve en elle y trouvait du réconfort, même si son côté humain souffrait. Lorsqu'elle se retourna, tremblante et nue dans le jardin froid, elle se sentit mieux. Pas guérie, mais plus lucide. Cette lucidité qu'on ne ressent qu'après avoir passé 20 minutes à être un animal, libéré du souci de son expression. Elle s'habilla, alla à la bibliothèque et ouvrit le livre qu'elle lisait, Anomalies anatomiques et particularités génétiques des lignées nordiques. Elle l'avait trouvé dans la section interdite quelques jours auparavant. Il recensait des familles aux orteils palmés héréditaires, une lignée qui éternuait violemment à proximité des bouleaux, et à la page 287, une brève mention qui lui glaça le sang. L'anomalie d'Ose, une affection bénigne touchant principalement les femmes de la lignée d'Ose, caractérisée par fréquence de clignement des yeux considérablement réduite. Les sujets peuvent maintenir un contact visuel prolongé sans gêne. Historiquement, ce trait était perçu avec suspicion dans les communautés non transformées, mais au sein des meutes, il n'est considéré que comme une simple curiosité. Aucune pathologie associée connue. Une curiosité, murmura Lisa dans la pièce vide. Elle suivit les mots du doigt. Toute sa vie réduite à une note de bas de page. Une curiosité sans pathologie associée connue, si ce n'est apparemment la soumission pathologique des rois alpha et la destruction systématique des négociations commerciales interpacifiques. Il faudrait mettre à jour cette entrée. Une curiosité, répéta Sacha d'une voix basse et féroce. Écoutez-moi. Votre grand-mère a tenu tête à un humain ivre 2 fois plus grand qu'elle dans un bar de Novossersk, et il lui a offert un verre. Votre mère l'a fait en 3 ans. Des pays, et tu viens de faire s'étouffer un roi alpha avec ses lentilles sans dire un mot. Ce n'est pas une curiosité, ma belle. C'est une question de sang. Son ton s'adoucit légèrement. Maintenant, arrête de pleurer dans les bibliothèques. C'est indigne de toi. Nous avons du travail. Lisa faillit esquisser un sourire. Les portes de la bibliothèque s'ouvrirent. Une odeur familière lui parvint, pain, air d'hiver, forêt froide et cette odeur de regret si particulière à Callum après une course difficile. Ses cheveux étaient humides à cause de son quart de travail. Ses yeux étaient rougis. Elle ne leva pas les yeux. Il resta longtemps sur le seuil. Puis il s'approcha et s'assit non pas sur la chaise à côté d'elle, mais par terre, à quelques pas, le dos appuyé contre une étagère. Je réalise, dit-il d'une voix rauque, que je suis assis par terre dans ma propre bibliothèque, exactement là où ton visage me place régulièrement, alors le symbolisme ne m'échappe pas. Elle ne répondit pas, mais quelque chose se détendit légèrement dans sa poitrine. Il resta silencieux un instant, fixant le tapis. Mon père, commença-t-il, l'ancien roi Alpha.
C'était un homme imposant. Un jour, il a tenu tête à une meute de 10 harceleurs solitaires pendant 2 jours. Toutes les histoires qu'on raconte sur lui sont vraies. À sa mort, ses dernières paroles furent « Sois fort pour eux, mon fils. Ne sois pas heureux, ne sois pas sage, sois juste fort. » Il tira sur un fil qui dépassait du tapis. Depuis, je vis dans la terreur de ne pas l'être. Qu'un jour, il me regarde tous et voit que je ne suis qu'un homme avec un titre qui lui paraît bien trop élevé. Et ce soir, quand Alice Tistet est parti et que Marcus m'a lancé ce regard. Celui qu'il me lance quand les choses tournent mal et qu'il est trop poli pour le dire, je n'ai pu m'empêcher de penser, il le voit. Ils peuvent tous le voir. Il marqua une pause. La grande horloge tic-tac résonnait dans un coin. Et quand tu as dit que tu ne devrais peut-être pas venir demain, j'aurais dû te répondre, ne sois pas ridicule. Tu es Maluna et ta place est à cette table. C'est ce que mon père aurait dit. Mais j'avais peur, j'étais fatigué, et j'ai choisi la facilité plutôt que la bonne solution. Je t'ai laissé croire que tu étais le problème. Il leva les yeux vers elle. Tu n'es pas le problème, Lisa. Tu n'as jamais été le problème. La bibliothèque sentait le vieux papier, la cire d'abeille et l'air froid de la nuit, qu'ils avaient tous deux rapportés de leurs courses respectives. Ma mère gagnait des verres gratuits grâce à ça, dit Lisa d'une voix douce. Les regards insistants dans les bars, dans la ville humaine où j'ai grandi. Les hommes pariaient avec elle qu'ils pouvaient la dévisager plus longtemps. Ils perdaient toujours. Elle tourna le livre vers lui, ouvert à la page 287. Elle appelait ça son super pouvoir. Moi, je trouvais ça juste gênant. Il regarda la page. L'anomalie dose. Une curiosité. Aucune pathologie associée connue. Ils ont omis de mentionner la chute des rois alpha, dit-il. Elle faillit rire. Ce fut plutôt un souffle, mais il était là. Callum. Oui. Viens t'asseoir ici. Tu as l'air ridicule par terre. Il se leva et s'assit sur la chaise à côté d'elle, et pendant un instant, ils existèrent simplement dans ce même espace silencieux. Deux êtres qui s'aimaient et qui, chacun à leur manière, étaient terrifiés à l'idée d'être à la fois trop et pas assez. Et si on leur disait tout simplement, demanda Lisa. Il la regarda. Leur dire quoi? La vérité. Que j'ai une maladie génétique qui me fait cligner des yeux moins souvent que la normale, que ce n'est pas une question de dominance. Ce n'est pas une arme surnaturelle. C'est juste mon visage. Elle pinça le livre. C'est documenté. Page 287. J'ai même une note de bas de page. Callum la fixa. Tu veux que je dise à l'alpha de Silver Creek que s'il n'a pas pu finir ses lentilles, c'est parce que ma femme a une particularité génétique? Tu préférerais qu'il continue de raconter à tout le monde que je peux dominer les loups par le regard? Il ouvrit la bouche, la referma. Non. Alors on dit la vérité. On apporte le livre. On les laisse rire. Et puis on conclut l'échange comme tout le monde. Il y réfléchit. Tous ses instincts, ceux qui lui avaient appris toute sa vie à projeter une image de force, à ne jamais laisser transparaître la moindre faille, se rebellaient contre cette idée. Avouer que le regard de sa compagne était un accident, et non une arme, c'était comme donner sa réputation à un charlatan. Mais Balthazar, à sa grande surprise, restait calme. Ma compagne est intelligente, suggéra son côté loup. Ma compagne a un livre. Les livres sont puissants. J'aime bien ce plan. Depuis quand es-tu devenu le stratège, murmura Callum. Depuis que ma compagne a cessé de nous regarder et que je peux enfin réfléchir. D'accord, dit Callum à Lisa. On va essayer à ta façon. Il se pencha et prit sa main. Et tu viens aux négociations commerciales. Évidemment, dit-elle, il faut bien que quelqu'un explique la note de bas de page. Ils descendirent ensemble. Le lendemain matin, Marcus remarqua immédiatement le bruit de la cuisine, chaude et bruyante. 3 membres de la meute se disputaient des œufs, un adolescent faisait ses devoirs au comptoir, et un bambin démantelait méthodiquement un muffin par terre. C'était le bruit d'une maison de meute avant que les masques officiels ne soient enfilés. Lisa adorait ça. Elle adorait le chaos, l'odeur de café, de beurre et de trop de loup dans la pièce. Elle s'assit au long comptoir. Elle s'installa à la table de cuisine et prit la cafetière. Callum s'assit à côté d'elle, si près que leurs coudes se touchaient.
C'était un détail. C'était pourtant essentiel. Alors, dit Marcus en s'installant sur la chaise en face d'eux. Il avait des cernes et l'air d'un homme qui avait passé la nuit à gérer une crise diplomatique provoquée par des lentilles. Alistar n'est pas encore parti. Il loge à l'auberge du village. Son bêta dit qu'il réévalue la situation, ce qui, je pense, signifie qu'il est gêné, mais qu'il n'a pas de plan de secours. Bien, dit Lisa. Cela signifie que nous pouvons encore lui parler. Marcus la regarda, puis le livre glissé sous son bras, le volume sur les aberrations anatomiques couvert de marques de papier. Tu apportes le livre. J'apporte le livre à une réunion diplomatique avec l'Alpha de Silver Creek. Marcus se tourna vers Callum. Ta femme va montrer à un alpha de passage un manuel de médecine sur sa propre anomalie génétique, en espérant qu'il trouve ça drôle plutôt qu'insultant. Callum prit une longue gorgée de café. C'est le plan. Oui. Marcus resta silencieux un instant. Puis il se pencha par-dessus la table et prit le livre des mains de Lisa. Il l'ouvrit à la page 287, lut l'entrée et le referma. Je vais préparer la véranda. Terrain neutre. Bonne lumière. Il se leva. Et pour que ce soit clair, c'est soit la chose la plus courageuse, soit la plus stupide que vous ayez jamais faite. Et je vous connais tous les deux depuis assez longtemps pour que la frontière entre les deux soit pratiquement imperceptible. Il partit. L'adolescente au comptoir, qui avait cessé de faire semblant de faire ses devoirs au bout de 3 phrases, regarda Lisa avec de grands yeux fascinés. C'est vrai que tu peux fixer quelqu'un pendant 40 secondes sans cligner des yeux. 43, répondit Lisa. C'est mon record. Trop cool, souffla l'adolescente. C'était vrai, pensa Lisa en finissant son café. C'était peut-être la première fois que quelqu'un l'appelait ainsi. Ils étaient assis dans la véranda avec Alististé, son bêta, et Marcus. La pièce était lumineuse et aérée, de grandes fenêtres donnant sur la forêt à l'est. La lumière du soleil filtrait en rayons chauds sur la table polie. L'atmosphère était censée être accueillante. Alististé était assis à l'autre bout, l'air d'un homme convoqué à son exécution et s'efforçant de garder son calme. Lisa posa le livre sur la table et l'ouvrit à la page 287. Alpha Alististé, dit-elle en le regardant au menton. Je te dois une explication, et peut-être même des excuses pour les lentilles. Alististé fronça les sourcils. Les lentilles. Hier soir, quand j'ai semblé te fixer avec ce qu'on appelle, je crois, une domination silencieuse, j'essayais en fait de me rappeler de quelle branche de ma famille vient des territoires de l'Est. La cousine de ma grand-mère, en fait, elle fit glisser le livre sur la table. J'ai un problème. On appelle ça l'anomalie Dawes. C'est génétique. Je cligne des yeux beaucoup moins souvent que la normale. C'est documenté depuis le 19e siècle. C'est considéré, et je cite textuellement, comme une curiosité sans pathologie connue. Alististé consulta le livre. Il regarda Lisa. Il regarda Callum, assis à côté d'elle avec l'air d'un homme qui avait accepté son sort et le trouvait même légèrement hilarant. Tu es en train de me dire, dit lentement Alististé, que j'ai laissé passer un excellent dîner pour dormir dans un village sur un matelas aussi dur qu'un sac de cailloux? À cause de ma fréquence de clignement des yeux. Oui, répondit Lisa. Je suis vraiment désolé pour les lentilles. C'était de bonnes lentilles, dit Alististé d'une voix légèrement blessée. Elles avaient l'air excellentes, approuva Lisa. J'essayais aussi de me rappeler si votre meute est celle qui pratique la cérémonie traditionnelle des baies fermentées. C'est le cas? Oui, répondit Alististé, un instant déstabilisé. C'est une tradition de l'équinoxe de printemps, presque sacrée, en fait. Ça a l'air charmant. Elle sentait le regard peser sur elle, ses yeux s'asséchaient, et l'envie familière de se blottir contre elle. Elle se tourna vers Marcus. Marcus, tu peux me faire une démonstration? Marcus, qui avait été briefé, soupira comme un homme qui en a vu des choses étranges et qui sait que d'autres suivront. Vas-y. Lisa le regarda droit dans les yeux, sans ciller. Marcus resta assis, impassible, l'air profondément las de son professionnalisme. Il prit son café et but une gorgée. Elle fait ça, dit-il à Alististé, toujours sous le regard de tous. On s'y habitue. C'est, je dois le dire, nettement moins perturbant que l'alternative, c'est-à-dire que le roi Alpha finisse par terre. C'est arrivé une fois, dit Callum.
C'était mardi. Marcus a dit que c'était une descente contrôlée. Tu étais derrière un fauteuil. La bêta d'Alistair, une femme menue nommée Yara, qui était restée assise, immobile et silencieuse jusque-là, se pencha en avant. Avec tout le respect que je vous dois, Luna Blackwood, comment savons-nous que ce n'est pas une couverture? J'ai rédigé une évaluation tactique de 14 pages basée sur le rapport de mon alpha. 14 pages. J'ai consulté des précédents historiques. Je suis vraiment désolé pour vos 14 pages, dit Lisa avec une sincère compassion. Il y avait des schémas, dit Yara d'un ton sec. Elle a fait des schémas, Alistair. J'ai fait des schémas, répéta Yara en fixant le livre sur la table comme s'il l'avait personnellement offensé. Des références croisées avec l'indice de dominance d'Ashworth. J'ai codé les niveaux de menace par couleur. Marcus, toujours sous le regard de Lisa et toujours parfaitement impassible, leva sa tasse de café en direction de Yara. Je te comprends. J'ai moi-même rédigé un rapport d'incident de 6 pages sur une soumission survenue un mardi matin, qui s'était avérée être due à la femme de mon alpha qui se demandait si elle avait laissé le four allumé. Tu avais laissé le four allumé, demanda Alicisté à Lisa. Oui, en effet, répondit Lisa. Mais le café était bon. Alicisté les observa tous. Marcus sirotait tranquillement son café sous le regard intense de Lisa. Callum était assis près de sa compagne, avec le contentement légèrement hébété d'un homme qui venait de traverser une crise conjugale et qui s'en estimait chanceux. Yara, agrippée à sa fierté comme une bête blessée, et Lisa, clignant enfin des yeux, paraissait d'une banalité désarmante. Sa bouche tressaillit. Le tremblement se transforma en un véritable rire, un rugissement profond et rauque qui fit trembler les verres d'eau. Un rythme de clignement, Altateil. J'ai beau dire à mon conseil de meute que nous sommes confrontés à une menace surnaturelle de la plus haute importance, c'est un rythme de clignement. Il s'essuya les yeux. Oh, Yara va me tuer. Je suis juste là, dit Yara. Et oui, je suis là. Elle a fait des schémas, dit Alicisté à Callum, toujours essoufflé. Ma bêta boit juste plus de café, dit Callum. Et Alicisté éclata de rire, plus fort cette fois. Un rire qui fait tomber les faux-semblants et révèle 2 hommes un peu ridicules, et qui le savent. Yara fixait ses 14 pages d'évaluation tactique, désormais complètement inutiles à cause d'une note génétique, et semblait traverser les 5 étapes du deuil à une vitesse fulgurante. L'accord commercial fut signé dans l'heure. Alicisté, il faut le dire, se montra bien plus conciliant lorsqu'il ne fut pas convaincu que la femme en face de lui pouvait le démembrer par la pensée. Il mentionna même, au moment de leur poignée de main, que sa propre famille avait une particularité génétique. Sa grand-mère éternuait violemment dès qu'elle se trouvait à moins de 15 mètres d'un boulot. Cela compliquait considérablement les négociations territoriales, dit-il en s'essuyant les yeux. On a perdu 2 contrats de bois à cause de ça. Au moins, le tien est saisonnier, dit Lisa. Le mien, c'est toute l'année. Ce soir-là, d'un commun accord tacite, tous les 4, Callum, Lisa, Marcus et Alicisté, se transformèrent et prirent la fuite. C'est Alicisté qui avait suggéré l'idée. Une offrande de paix dans le langage ancestral des loups. Ils se débarrassèrent de leurs complications humaines dans le vestibule et se laissèrent emporter par la métamorphose. Callum partit le premier, un loup gris massif au pelage rêche et argenté. Puis Lisa, plus petite, plus sombre, plus rapide, une louve qui courait comme si elle cataloguait chaque odeur pour la conserver précieusement. Marcus, maigre et brun, courait d'un pas assuré et tranquille, comme quelqu'un qui avait passé sa vie à réparer les dégâts des autres. Et enfin Alicisté, une bête grisonnante aux épaules massives, qui courait comme un homme qui venait de se souvenir qu'il était aussi un animal et qui s'en réjouissait. Ils longèrent la crête orientale sous un ciel froid et limpide. Pas de politique, pas de regards insistants, pas de commentaires, juste 4. Des loups traversaient la forêt sombre, leur souffle fumant, leurs pattes effleurant à peine le sol gelé. Voilà, murmura Sacha en courant à ses côtés. Une foulée ample et détendue, irradiant la satisfaction viscérale d'une louve qui avait toujours su que tout finirait bien. Regarde-toi courir avec la meute, comme si tu étais chez toi. Elle mordilla l'oreille de Lisa, affectueusement et avec une pointe d'acidité. Parce que c'est le cas, idiote. L'homme au boulot n'est pas mal non plus. De bons poumons. Dis-lui de suivre. Le changement s'était produit. Le vrai, le changement intérieur. 3 semaines plus tard, un mardi soir comme les autres,
Callum lisait sur le canapé un texte sur les droits d'eau dans les territoires du Sud, arides comme la poussière, mais essentiels. Lisa était blottie dans le fauteuil en face de lui, annotant un manuscrit au stylo rouge. Elle leva les yeux vers lui, sans raison particulière, juste parce qu'il était là, qu'elle aimait le regarder, et que son visage n'avait jamais reçu le mémo lui interdisant de détourner le regard. Elle le fixa. 5 secondes. 10h20. Callum sentit cette agitation familière, la couche de l'eau en lui enregistrant le contact visuel prolongé, cherchant à déclencher son ancien réflexe de panique. Mais c'était comme chercher une porte qui avait été déplacée. La panique n'était pas là. À sa place, il y avait autre chose, quelque chose de chaleureux et de stable qui s'était construit discrètement pendant des semaines. À travers la bibliothèque, les rires avec Alice-Tisté et la course des meutes sous les étoiles froides, elle le regardait comme elle le regardait toujours, fixement, sans ciller, pleinement et entièrement présente. Et pour la première fois, au plus profond de lui-même, il comprit ce qu'elle voyait réellement. Ni un défi, ni une menace, ni le vide absolu. Juste Lisa regardant l'homme qu'elle aimait, sans penser à rien de particulier. Peut-être les droits d'eau, peut-être juste lui. Oh, dit Balthazar très doucement. Pas un cri, pas une déclaration passionnée, juste une petite reconnaissance surprise, comme un loup qui aurait sursauté à un son toute sa vie et qui l'entendait enfin assez clairement pour réaliser que c'était de la musique. Oh, c'est ça. Callum croisa son regard. Il le soutint. 10 secondes, 20, 30. Ses genoux ne fléchirent pas. Sa gorge ne se serra pas. L'instinct de soumission avait disparu, remplacé par quelque chose de plus chaleureux, de plus stable et d'infiniment moins dramatique. Juste la simple connaissance animale que c'était sa compagne et qu'elle le regardait. Et c'était bien. Tu ne clignes pas des yeux, dit-il. Je ne cligne jamais des yeux, dit-elle. Balthazar ne panique pas. Elle baissa son stylo rouge. Que fait-il? Callum marqua une pause, écoutant le léger bourdonnement de ses pensées. La couche de loup était immobile, non pas dormante, jamais dormante, simplement apaisée. Un loup allongé dans un rayon de soleil, observant sa compagne d'un regard trop calme pour être qualifié de joie. C'était plutôt de la gratitude. Il dit Callum lentement. C'est agréable. Les yeux de Lisa brillèrent. Elle ne cligna toujours pas des yeux. Dis-lui que je suis d'accord. Ils restèrent ainsi longtemps, se regardant à travers la chaleur de la pièce. Dehors, le vent soufflait dans les arbres, le feu dansait dans l'immensité du ciel, et le monde continuait d'être complexe et peuplé de loups qui se trompaient, de bêtas qui élaboraient des analyses tactiques et d'anomalies génétiques incurables. Mais dans cette pièce, en ce mardi ordinaire, ce regard n'était ni un problème à résoudre, ni une arme à craindre, ni une curiosité à consigner. C'étaient simplement deux êtres qui se voyaient clairement et qui étaient heureux. Tu sais, dit Callum au bout d'un moment, Alice-Tisté a envoyé une lettre la semaine dernière. Il veut amener sa grand-mère au prochain sommet, celui du boulot. Il pense que vous vous entendriez bien. Une alliance d'anomalies génétiques. Lisa a dit qu'il appelait ça une coalition d'excentriques. Ce sont ses mots, pas les miens. C'est le pire nom que j'ai jamais entendu. Je le lui ai dit. Il a déjà fait faire du papier à lettres. Leur fils est né l'automne suivant. Un garçon avec la mâchoire de Callum et le regard fixe et perçant de Lisa. Ils l'ont appelé Finn, en hommage au grand-père de Callum, et ils ont su qu'ils étaient dans le pétrin environ 4 minutes après la naissance. Lorsque la sage-femme l'a tendu à Callum et que le bébé a fixé son père droit dans les yeux avec une intensité anatomiquement impossible chez un nouveau-né. Le petit, observa Bélazar avec la vénération d'un loup face à une créature encore plus puissante que sa compagne. Le petit a ces yeux-là. Il a ces yeux-là, confirma Callum à Lisa, épuisé et hilar. C'est génétique, dit-elle. J'avais essayé de te prévenir. L'anomalie d'O0, apparemment, se transmettait. À 6 mois, Finn pouvait défier du regard tous les membres de la meute. En un an, il avait réduit à néant 3 bêta adeptes et une guérisseuse de passage, simplement en les observant avec une curiosité calme et inébranlable depuis sa chaise haute. La guérisseuse, une femme stoïque nommée Brun, qui avait un jour remis en place un fémur fracturé sans sourciller, était venue pour la visite de contrôle de Finn. Elle jeta un coup d'œil au regard fixe et immobile du bébé, puis s'assit très lentement. « Il me regarde depuis 2 minutes, dit-elle. Il vous apprécie, suggéra Lisa.
Il me regarde comme s'il savait des choses. Il a 7 mois. Que pourrait-il bien savoir? Il sait que tu as un biscuit dans ta poche, dit Callum, qui pouvait le sentir de l'autre bout de la pièce. Bryn baissa les yeux. Elle avait effectivement un biscuit dans sa poche. Elle le lui tendit. Finn l'accepta avec la gravité sereine d'un petit monarque recevant un tribut, et continua de la fixer. J'enverrai mes notes par la poste, dit Bryn en se levant. Il est en parfaite santé. Je m'en vais. Marcus, nommé oncle honoraire car il était le seul loup du territoire totalement insensible à ce regard, était le seul à pouvoir garder Finn sans avoir la moindre réaction de stress. Il avait passé 3 ans à développer une tolérance, un peu comme on développe une tolérance aux aliments épicés, à force d'expositions douloureuses et répétées, et sans jamais abandonner. Il juge mon sandwich, annonça Marcus un après-midi, Finn sur la hanche. Le petit fixait le sandwich avec l'intensité d'un inspecteur sanitaire qui en aurait vu de toutes les couleurs. Il a sûrement faim, dit Lisa. Ça fait 45 secondes qu'il le fixe. J'ai vraiment l'impression d'être évalué. Il marqua une pause. En plus, il a fixé le facteur du regard ce matin, et celui-ci a laissé tomber le courrier et est parti. Il nous faudrait peut-être un nouveau facteur. Le facteur était un loup, demanda Callum. Un humain? Ça ne marche pas sur les humains, dit Lisa. Je n'ai jamais vu un humain réagir. Ça ne marche pas sur les adultes, corrigea Marcus. Un bébé qui vous fixe sans cligner des yeux pendant 1 minute entière, c'est déstabilisant, quelle que soit l'espèce. On aurait dit qu'il était observé par une créature fraîchement arrivée sur cette planète et qui se demandait si elle devait nous garder. C'est à ça que ressemblent les bébés, dit Lisa. Pas tous les bébés, dit Marcus, juste le tien. Lors du rassemblement annuel lors de la réunion des alphas cet hiver-là, Callum et Lisa étaient assis à la table d'honneur, Finn sur les genoux de Lisa. Le bébé scrutait la pièce de ses grands yeux d'ose, immobile et sans cligner. 3 alphas ajustèrent leur collier. L'une d'elles s'excusa pour aller chercher de l'eau et ne revint que 20 minutes plus tard. Alististe, le seul alpha à avoir été informé, se pencha et murmura à l'alpha nerveux à côté de lui, c'est génétique, totalement inoffensif. Ne le regardez pas dans les yeux si ça vous dérange. Regardez juste son menton. C'est un bébé, siffla l'alpha. C'est un, corrigea Alististe avec l'autorité lasse d'un homme qui avait survécu à sa propre rencontre et en était ressorti avec un marché et une bonne histoire à raconter. Regardez juste son menton. Finn choisit ce moment pour tourner son immense regard fixe vers l'alpha nerveux. Il le fixa. Il ne cligna pas des yeux. Il semblait, à première vue, ne penser à absolument rien. Il avait 5 mois. Il n'avait pas encore de pensée complexe. Il se contentait d'exister, fixant intensément les prédateurs au milieu d'une foule de mâles dominants. L'alpha, nerveux, s'excusa. Lisa, qui observait la scène, croisa le regard de Callum. Il souriait, le large sourire désabusé d'un homme qui avait pleinement accepté la farce cosmique de sa vie. Elle lui rendit son sourire, et aucun des deux ne cligna des yeux, Balthazar ne broncha pas. Et c'était, en silence, le moment le plus heureux de sa vie. On est foutu, dit Callum. On l'a toujours été, répondit-elle. Oh, souffla Sacha. Et pour la première fois de sa vie, la voix de son loup semblait stupéfaite. Oh, regarde-le. Il l'a compris. Il a ce regard. Elle resta silencieuse un instant, puis reprit la parole, sa voix était chargée d'une force à la fois féroce et tendre, absolument terrifiante. C'est mon petit-fils. Personne ne lui fera jamais croire que c'est quelque chose à réparer. Vous m'entendez? Personne. Elle marqua une pause. Maintenant, apprenez-lui à viser.